Bonjour. C'est l'exposition de Alexandre Lazarski puis Gleb Belousov sur la crypto-monnaie, École secondaire Mont-Saint-Richard, groupe 571. Il y a très très longtemps que les humains ont commencé à s'échanger entre eux. Ils ont commencé par le truc qui était peu efficace. Ils ont passé à monnaie en or, puis à chèque de paie. Dans le monde moderne, il existe une monnaie virtuelle qui s'appelle crypto-monnaie qui pourrait potentiellement remplacer la monnaie actuelle. Cette monnaie est basée sur des technologies et des énigmes complexes, notamment la cryptographie. Grâce à ces éléments, la crypto-monnaie possède de nombreuses propriétés intéressantes comme la décentralisation, puis la sécurité démarquable. Dans cette exposition, nous allons expliquer trois concepts clés qui permettent à la crypto-monnaie de fonctionner comme elle le fait. La preuve de travail, proof of work, euh, la preuve de participation, proof of stake, la signature numérique, puis la chaîne de blocs, blockchain. En effet, la blockchain est une histoire de transaction, donc c'est une façon de stocker l'information de façon sécuritaire qui est présente sur le réseau Internet. De cette façon, on peut dire que la crypto-monnaie et la blockchain, en effet, ce sont des choses pareilles, parce que par exemple, le Bitcoin, c'est la histoire de transaction qui a été faite par le Bitcoin. Et en effet, c'est ça, la blockchain qui fait de crypto-monnaie la chose si différente et si intéressante pour sa utilisation. Donc la blockchain est faite avec des blocs qui contiennent une information au sujet de transactions et des chaînes. Des chaînes, ce sont des liens qui sont présents. En effet, les liens, c'est une chose qui est présente dans le bloc et le bloc précédent qui relie tout le blockchain. Il est temps de disséquer la blockchain. Blockchain est fait à partir de blocs qui contiennent en soi des transactions, donc qui sont en effet l'histoire, qui sont en fait la liste des transactions qui étaient faites dans un certain moment de temps. Ces transactions-là sont confirmées à l'aide de signatures numériques, à sujet desquelles on va parler dans les slides prochaines. Ouais. Aussi, la blockchain, la chose principale au sujet de cette blockchain, c'est qu'il contient la proof of work. Donc, en effet, la proof of work, c'est généralement la blockchain en total, mais la proof of work sera expliqué aussi dans les slides prochaines. Si on veut regarder sur le blockchain de façon plus schématique, on peut regarder à cette image. Selon cette image, on peut comprendre que le lien, le chaîne, en effet, est fait par hash, par le hash. Puis le bloc, c'est comme je l'ai déjà dit, ce sont des transactions. Mais le bloc est aussi fait de hash de blocs précédents. Mais c'est quoi le hash? Le hash, c'est un nombre qui est généré à l'aide d'une fonction mathématique difficile. Puis, comme donnée, comme entrée, cette fonction a le hash de bloc précédent et des transactions. Donc, sur l'exemple de bloc 47, le hash de bloc 47 est généré à partir de hash de bloc 46 et des transactions continuent dans le bloc 47. Cela nous indique que si on change par exemple la transaction de bloc 47, donc on fait quelque chose avec des transactions de bloc 47, le hash de bloc 48 sera pas valide, sera différent. Il sera modifié aussi parce que le hash de bloc 47 va être évidemment modifié car les données étaient modifiées, les transactions étaient modifiées. Alors, vu que le hash de bloc 48 est généré à partir de bloc 47, à partir de hash de bloc 47, il sera aussi plus valide. Puis cela va aller jusqu'à l'éternité, donc aller jusqu'à la fin de blockchain. Cela nous indique que si il y a une fraude, si quelqu'un malveillant va modifier une des transactions de bloc 47, on va voir ça tout de suite parce que ça va modifier tous les blocs prochains. La dernière chose qu'il faut dire au sujet de blockchain, c'est que le hash d'un bloc,
sera généré aussi à partir d'un élément dans le proof of work. Mais la proof of work, l'élément de proof of work, va être expliqué dans le slide au sujet de proof of work. Et cette propriété-là est possible à l'aide de hash, qui est, comme j'ai déjà dit, est un lien qui est un nombre généré à l'aide d'une fonction mathématique, les propriétés de laquelle on va voir dans les slides prochaines. Mais avant cela, il faut noter que la fonction de hachage, par exemple, la fonction SHA-256, est comme une boîte noire et on ne va pas décrire qu'est-ce que précisément se passe à l'intérieur parce que c'est vraiment difficile, ce sont des mathématiques avancées. Aussi, il faut dire que le hachage, la fonction de hachage est un élément nécessaire de la proof of work avec le sujet duquel on va parler. Alors, voici l'explication de fonction de hachage. Pour avoir une hash, il nous faut un texte. Dans notre cas, ce sont des transactions. On met ça dans une fonction de hachage, puis on reçoit le texte haché. Dans l'image, c'est appelé hash text. En français, c'est texte haché. On aperçoit selon l'image que ce n'est pas le texte, ce sont des symboles qui n'ont aucun sens. Cela est positif quand cela permet à proof of work de fonctionner, d'effectuer ce calcul nécessaire. Aussi, il y a des autres propriétés de fonctions de hachage qu'on peut découvrir. Alors, voyons-les sur l'exemple de fonction de hachage MD5. Le renard, dans ce cas, si on le met dans la fonction de hachage, il sera le message et ça va donner, nous, juste le message qui n'a aucun sens. Donc, dans le carré jaune, c'est le hash. Le renard court sur glace, c'est une phrase plus longue, mais si on le met dans la même fonction de hachage, ça va nous donner le résultat différent, mais de même longueur. Si on modifie le renard court sur glace pour le renard marche sur glace, ça va nous donner le message aussi de même longueur, mais les lettres seront vraiment différentes complètement. Mais la chose la plus impressionnante, c'est que si on met un texte intégral de 200 lieux, donc un texte grand, ça va nous donner aussi le message de même longueur. Puis si on modifie juste comme un caractère dans ce texte de 2000 mots, ça va nous donner une hash entièrement différente. Donc, on peut faire deux conclusions, que peu importe le message initial, le hash sera de même longueur. Puis la deuxième conclusion, c'est que même une moindre modification de message initial va causer une modification totale de hash reçu. Aussi, il est important de noter que la fonction de hachage n'est pas réversible. Elle est irréversible. Donc, à partir par exemple, dans le cas de renard, on ne pourra pas hacher le mot renard dans le hash, puis déhacher le, c'est impossible. On ne sait pas encore comment le faire. Il est possible, par contre, que c'est possible de le refaire, mais il est peu probable parce que dans le cas de texte intégral de 200 comme lieu, le texte est très long, puis le résultat est si court qu'il semble impossible que le hash si court contient le texte de 200 lieux et qu'il soit possible de le refaire. Maintenant, quand on a compris c'est quoi le chaîne, c'est quoi le lien qui relie les blocs, il faut regarder encore une fois sur les blocs eux-mêmes. Ces blocs-là contiennent des transactions qui doivent être approuvées par les gens entre qui cette transaction se passe. Si dans la vraie vie on utilise la signature normale, dans le blockchain, dans le Bitcoin par exemple, on utilise une signature numérique. Cette signature numérique n'est pas comme une signature normale parce qu'on ne peut pas ne faire juste signer sur l'ordinateur parce que peu importe pourra le copier. L'ordinateur permet de copier n'importe quoi. Alors, il faut que la signature numérique soit générée chaque fois. Donc, chaque fois qu'on fait une transaction, il nous faut une nouvelle signature qui sera possible, évidemment, à vérifier. L'outil utilisé pour la
création de signatures numériques et la cryptographie asymétrique. La cryptographie asymétrique, dans ce cas, est utilisée pas pour crypter et décrypter un message de la façon dont elle est utilisée normalement, mais pour la création d'une signature, puis après pour la vérification de cette signature. Alors, voyons là, cela sur un exemple. Billy a une clé publique et une clé privée. Ces clés sont des deux chiffres qui sont reliés l'une à l'autre. Donc, il y aura besoin d'une fonction mathématique qu'on appelle ici signer. Dans cette fonction mathématique, il aura besoin de mettre le message qu'il envoie à Anne. Donc, par exemple, j'ai besoin de $10 et sa clé privée, donc cet nombre. Si on fait les calculs nécessaires, on va recevoir la signature de Billy qui est écrite ici, donc Billy, qui sera envoyée à Anne. Aussi, Anne aura besoin de savoir le message de Billy. Pour vérifier s'il s'agit d'une signature réelle de Billy, Anne aura besoin d'appliquer une autre fonction que ici on appelle vérifier. Dans cette fonction, elle aura besoin de mettre comme donnée le message de Billy, la clé publique de Billy qui est accessible à Anne, puis la signature de Billy que Billy l'avait envoyée. Si elle fait des calculs nécessaires, elle va recevoir un message qui va la dire si la signature de Billy est vraie ou faux. Alors, Anne pourra savoir si c'est vraiment Billy qui a approuvé une transaction ou si c'est pas Billy. Le Proof of Work est un mécanisme utilisé par les réseaux de crypto-monnaies pour valider les transactions et protéger contre les tentatives de spam et de transactions doubles. Il consiste à résoudre un calcul complexe par les nœuds de réseau, connus sous le nom de minage. Le minage implique la recherche d'un nombre aléatoire appelé nonce, qui permet de créer un hash, un print numérique, répondant les critères de complexité prédéfinis. Ce hash est alors ajouté à la transaction et diffusé sur le réseau, où il est vérifié par des autres nœuds. Le Proof of Work vise à rendre coûteux et aléatoire l'émission de nouveaux pièces de monnaie en obligeant les mineurs de dépenser de l'énergie et des ressources pour résoudre le calcul. Cela empêche les attaques de type 51%, où un groupe de mineurs pourrait prendre le contrôle du réseau en produisant la majorité des blocs. Le Proof of Work a été popularisé par le réseau Bitcoin, mais d'autres algorithmes de consensus existants, tels que Proof of Stake. Le Proof of Stake est une alternative à l'algorithme de consensus Proof of Work qui n'exige pas de calculs compliqués pour valider les transactions. Au lieu de cela, il utilise un système Proof of Stake où les nœuds sélectionnés pour produire des blocs sont choisis en fonction de quantité de pièces de monnaie qu'ils possèdent. Dans le Proof of Stake, les nœuds peuvent parier sur les pièces de monnaie pour participer à la validation des transactions. Puis en mettant en jeu, puis ils ont des chances de produire un bloc. Si un nœud valide une transaction erronée, il prend la partie de ses fonds. Cela vise à récompenser les nœuds honnêtes et à punir les nœuds malhonnêtes. Le Proof of Stake est moins coûteux et plus respectueux à l'environnement que Proof of Work, car il ne nécessite pas de calcul. Il peut être également plus rapide car il n'est pas lié à la puissance des calculs des mineurs. Cependant, il présente un risque d'inégalité car les nœuds disposant de plus de pièces de monnaie ont un avantage dans la validation des transactions. En fin de compte, le Proof of Stake doit être utilisé avec prudence. En résumé, le blockchain, c'est un système de stockage et de transmission des données qui permet de créer une liste de transactions sécuritaires et infranchissables. Pour protéger les données contre les attaques informatiques, il utilise un hachage. La signature numérique est utilisée pour vérifier et valider les transactions,
Puis Proof of Work et Proof of Stake sont des mécanismes utilisés dans le processus de hashage pour créer de nouveaux blocs de données sur le blockchain. Grâce à cette technologie, les transactions sont effectuées de la manière transparente et sécuritaire. Est-ce que les technologies permettant à la crypto-monnaie de devenir la monnaie dominante sur la Terre ou la monnaie actuelle reste la monnaie la plus répandue dans le monde?